franco-russe. Alors nous sommes le mardi 27 décembre 1893 à Saint-Pétersbourg. Il est 17 h. Le tsar Alexandre III relue une dernière fois cette convention militaire définitive qui doit sceller la fameuse alliance franco-russe. Le ministre des Affaires étrangères russe de Girs, le général Obroutchev, chef d'état-major, se taisent et retiennent leur souffle. Ils connaissent leur souverain dont les trois grands principes sont l'absolutisme, le nationalisme et l'orthodoxie. Ils savent aussi que leur souverain passe pour l'homme le plus honnête d'Europe. Les trois grands principes d'Alexandre III ont leur corollaire. Le rejet absolu du principe démocratique et de l'athéisme de l'Occident. Car pour le tsar, l'État athée n'est qu'une utopie, et l'athéisme est sa négation pure et simple, car le droit, selon lui, ne se fonde que sur la force spirituelle de la religion. Et pourtant, Alexandre III s'apprête à unir son pays avec une France dont son ami intime Pobenototsev, à qui il a confié l'éducation de Nicolas II, lui dit qu'elle est un exemple frappant de la démoralisation et de cet affaiblissement qu'il rejette et qu'il exècre. Comment en est-on arrivé à ce moment étonnant et solennel? C'est l'histoire que je vais esquisser devant vous en quelques mots, sans oublier un seul instant, et bien au-delà de la séquence des événements et des épisodes quelquefois pittoresques de cette négociation, que l'encre de cette signature à laquelle vous allez assister dessine un trait qui va courir pendant près de 21 ans, jusqu'à ce jour terrible d'août 14, où notre vieille Europe tout entière va s'embraser, embraser le monde, bien au-delà des 4 années de carnage de la Grande Guerre. Donc dans son bureau, le tsar Alexandre III s'est redressé, et après une dernière et attentive lecture de ce document, il a fait lentement un signe de croix en murmurant très distinctement les paroles suivantes: « Que Dieu arrête ma main, si, contre l'évidence de la raison, cette alliance devait être funeste à la Russie. » La signature de cette convention militaire est la conclusion d'un véritable parcours d'obstacles, et il est le fait de quelques hommes, tant français que russes, qui, avec opiniâtreté, ont su s'opposer et même braver non seulement le statu quo géopolitique, non seulement les événements inattendus ou même leur propre hiérarchie, mais aussi et surtout quelquefois leurs propres principes ou convictions quand ils venaient à s'opposer au bien de leur patrie. 2 ou 3 hommes illustrent particulièrement cette abnégation, et le cours de cette histoire rappellera leur mémoire. Il a fallu près de 10 années pour que cette alliance ose enfin dire son nom. Ce fut en 1897, lors du voyage officiel du président Félix Faure en Russie, que le mot « alliance » fut officiellement prononcé. C'était le point final diplomatique et la conclusion d'une somme incroyable de contacts, de rencontres officieuses, officielles, de visites discrètes en France, en Russie, d'épreuves de force, de brouilles passagères ou d'attentes anxieuses. Tout cela à travers les événements politiques de l'Europe et les soubresauts internes des politiques nationales. Ce qui fit dire au général de Walefre, pièce maîtresse de ce marathon, que tout n'était vraiment pas rose dans le métier de négociateur. Car depuis 1871, la France se trouve dans un isolement diplomatique total, diplomatique et militaire. Et ça, c'est le fait du chancelier allemand Bismarck. Un isolement qui va être aggravé par l'alliance des 3 empereurs, par la triplice et même par un rapprochement de nos chers amis anglais avec l'Autriche et l'Italie. L'historien Jacques Bardou peut écrire vraiment, et je le cite, « Jamais la France et sa sécurité ne furent plus menacées et son existence plus précaire. » Ce constat sera le ferment des premiers contacts entre les 2 pays au travers de quelques hommes français ou russes, une véritable gageure dans ces années du triomphe absolu de Bismarck. Alors qu'on en juge par ces quelques mots de l'ambassadeur de France à Moscou, Melchior Neveuguet, qui est marié à une Russe et qui fit connaître dans notre pays Dostoïevski et le roman russe. Eh bien, notre ambassadeur déclare, dans une lettre privée, s'entend,
que la politique européenne était je cite, une troïka avec Bismarck en trotteur et la Russie et l'Autriche en fou à ses côtés. Tout ça réglé sur le pas du chancelier allemand. De plus, le ministre des Affaires étrangères du Tsar est M. De Giers, que j'ai cité tout à l'heure, qui est à l'époque un chaud partisan de l'alliance avec l'Allemagne, comme d'ailleurs tout le cabinet de Saint-Pétersbourg. Alexandre III a même sur son bureau un rapport de Tcheverine, qui est le chef de sa police politique, où il était écrit, et je cite, que la France est un cadavre en décomposition et qu'elle finirait comme la Pologne. Et de l'autre côté, le président de la République française, Jules Grévy, déclarait à l'ambassadeur d'Allemagne que jamais la France ne se laisserait entraîner dans une alliance avec la Russie. Une France de plus, secouée par la crise boulangiste et le scandale de Panama, et dans laquelle seuls 2 hommes politiques se sont prononcés pour une alliance avec la Russie, Paul Déroulède et le général Boulanger. Alors sans parler bien sûr de l'affaire Schneebele, ce commissaire de police enlevé par les services secrets allemands, affaire qui avait failli provoquer une mobilisation et une nouvelle guerre avec l'Allemagne. Ces quelques faits montrent à l'évidence qu'un rapprochement franco-russe ne pouvait faire partie des éventualités les plus probables. D'un côté, donc, un gouvernement républicain violemment antichrétien, exil forcé des prétendants, expulsion des congrégations en 1880, et de l'autre, un empire déjà engagé, l'empire russe, avec une entente avec l'Allemagne et avec l'Autriche, et un empire dont le tsar lui-même observait une politique contraire à ses convictions, et menée par des hommes en France, dont Barbey d'Aurevilly disait « Ces gens-là craignent plus une armée chouane que l'armée prussienne ». Mais un coup de théâtre va renverser ce bel édifice de 20 ans. Le 17 mars 1890, le jeune empereur Guillaume II congédie le chancelier Bismarck et va ensuite refuser de renouveler le traité avec la Russie. La situation de cette dernière se trouve donc radicalement changée, puisqu'elle est isolée en Europe face à la Triplice et à l'Angleterre. En France, le président concussionnaire Grévy, vous comprendrez, a été remplacé à la présidence de la République par Carnot, qui a nommé président du Conseil de Freycinet, 2 rescapés du scandale de Panama. L'armée française est commandée, elle, par 2 hommes de tradition, les généraux de Miribel et son adjoint de Boisdeffre. Les 2 hommes ont conçu, dans le plus grand secret, un nouveau plan de mobilisation afin de reconstituer la puissance militaire de la France. Alexandre III a compris, lui, de son côté, la France ne doit pas être écrasée une seconde fois, mais il répugne à se résoudre à un accord avec un régime républicain. Les premiers contacts informels, discrets, pour ne pas dire secrets, font sourire les Allemands, et dans leurs caricatures, dans leurs journaux, la jeune fille russe dit au jeune homme français « Un petit baiser, mon trésor, pourquoi pas ? Mais un mariage, jamais. » D'un autre côté, le cabotinage insupportable de Guillaume II exaspère le tsar Alexandre III, tandis que Willy, c'est le petit nom de l'empereur d'Allemagne, s'est carrément invité aux grandes manœuvres de l'armée russe. Alexandre III, malicieusement, y invite le général de Boisdeffre, qu'il fera même défiler dans la délégation russe. Ces manœuvres sont l'occasion d'entretiens entre ce général de Boisdeffre et son homologue russe, Obroutchev. Les 2 hommes sont des amis intimes depuis quelques années. Obroutchev dira un jour que si sa femme française lui a fait aimer la France, c'est son ami Boisdeffre qui l'a attaché à l'armée française. Raoul Mouton de Boisdeffre a été nommé général en 49 ans. Il est issu d'une vieille famille de soldats. En 70, il s'est échappé de Paris en ballon pour rejoindre l'armée de Chanzy-sur-la-Loire. Il sera d'ailleurs l'adjoint de Chanzy en Algérie jusqu'en 79, où il est nommé attaché militaire à Saint-Pétersbourg. C'est là qu'il va connaître le général Obroutchev, découvrir la Russie et rencontrer le haut personnel politique et militaire russe durant cette période dramatique des attentats d'Inlist et même de l'assassinat d'Alexandre II en mars 1881. Rentré en France, Boisdeffre devient sous-chef d'état-major de Miribel, donc, qu'il enverra à ses fameuses manœuvres russes et à ses contacts avec son ami Obroutchev. Mais Boisdeffre comprend très vite
que si le tsar se rapproche de la France, c'est très légitimement pour le bien de son pays et non pour le sien. Après ces manœuvres de Narva, le général va écrire une lettre à son ministre qui va se révéler prophétique, puisqu'elle concerne ce concept de mobilisation simultanée, indispensable, je dis bien simultanée, entre les deux pays en cas de guerre. Prophétique quand on connaît les modalités de la déclaration de guerre et la mobilisation de 1914. Mais en attendant, il faut d'abord convaincre le tsar que l'ennemi principal commun est l'Allemagne, alors que les Russes désignent d'abord l'Autriche. Et puis il y a toujours ces réticences d'Alexandre III envers le régime républicain. Le tsar glissera même discrètement, tristement un jour à Bois d'Effre que les Français devraient au moins essayer de ressembler à la République conservatrice de M. Thiers. Il n'en reste pas moins que c'est la personnalité d'un général français n'appartenant pas au personnel républicain qui va jouer un rôle décisif dans l'évolution psychologique du tsar. Un an plus tard, le tsar franchit le pas et peut déclarer à son cousin Willy, Guillaume II, qu'il est impressionné par l'armée française, par l'économie d'un pays permettant les emprunts russes et par la qualité de son industrie d'armement qui lui a livré quand même 500 000 fusils à l'infanterie russe. C'est à cette époque que notre délicieux et caractériel Willy, l'empereur d'Allemagne, enverra à la reine-mère, sa mère, donc en villégiature à Paris, où cette dernière aura la délicate idée de faire une visite officielle au château de Saint-Cloud que les Prussiens avaient brûlé en 1871. La colère des Parisiens fut telle que la douairière dut repartir en Allemagne sous la protection de l'armée française. Et comme un souci ne vient jamais seul, d'un autre côté, le renouvellement de la Triple Alliance semblait maintenant intéresser les Anglais. C'était une hypothèse que le tsar ne pouvait accepter, et il invita la flotte française à Kronstadt. Elle y fut reçue sous les vivats et les toasts enthousiastes. Le président Carnot, fils d'un régicide, fut même élevé au grade de chevalier de l'ordre de Saint-André, la plus haute des décorations de l'Empire. Et ce jour-là, que pour la première fois, le Marseillaise retentit dans la Sainte-Russie. Au garde à vous, le tsar Alexandre III, sur le pont du croiseur français Marengo, écouta notre hymne national. Cela fit sensation à Paris et dans toute l'Europe. Mais l'alliance n'était pas encore à l'ordre du jour, et les deux parties résolurent de signer dans le plus grand secret une simple convention militaire. Certes, du côté français, on aurait souhaité aller beaucoup plus loin. Certes, l'empereur resta inflexible sur une guerre française de revanche. Certes, les deux délégations croisèrent le fer pour rédiger le texte de cette convention, et chaque mot fut pesé, discuté, évalué à un tel degré qu'un membre de la délégation française perdit son calme en affirmant qu'il était impossible de marier le droit latin avec les généralités russes. Ce qui n'était ni très gentil ni très diplomatique, convenons-en, mais n'empêcha pas toutefois la signature du document le 27 août 1891 par le ministre français Ribaut, autre rescapé du scandale de Panama, qui se dit satisfait et déclara que l'arbre était planté. L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie ne s'y trompèrent pas. L'arbre était effectivement planté et l'ambassadeur allemand Schweinitz écrivit dans son journal le soir de cette fameuse parade navale, voilà les guillemets, qu'on venait d'enterrer définitivement la politique dynastique et l'entente des monarques contre la Révolution. Le souci du commandement français était le suivant: obtenir de la Russie un soutien militaire immédiat et automatique en cas de conflit avec l'Allemagne. Il fallait donc convaincre le tsar. Nous allons constater encore une fois que la grande histoire, l'histoire, est souvent déterminée, sinon écrite, par quelques hommes. Le nouvel ambassadeur en France, M. de Montebello, avait un attaché militaire nommé Moulin, le commandant Moulin. Moulin est un ami intime de Bois d'Effre. Moulin parle couramment le russe. Moulin est marié avec une Russe de l'Oural et a parfaitement compris que l'enjeu de cette affaire, comme les jeux d'influence qui gravitent autour d'elle, tant à Saint-Pétersbourg et à Paris. Il écrit donc à Bois d'Effre que la nécessité absolue du secret est indispensable, que l'accord doit être impérativement signé en Russie et non à Paris, et que la discussion doit se limiter, non moins impérativement, à 4 hommes: le tsar, le comte de Montebello et les généraux Obroutchev et Bois d'Effre. Il suggère que, ensuite et seulement, le ministre français Ribaut établisse un mémoire
à remettre directement au tsar. Français que je suis, dois noter avec une certaine tristesse que notre ministre n'hérite dans ce plan que du rôle certes indispensable mais limité de simple secrétaire. Mais le commandant Moulin savait que le pari politique, ou plutôt politicien, était secoué par le scandale du Panama, que le nom même de l'ambassadeur de Russie était, à tort ou à raison, prononcé dans cette affaire, et qu'une partie du commandement russe était opposée à cette alliance à cause de l'instabilité ministérielle chronique de la République française. Quelle fut la teneur donc de ce mémoire remis à l'empereur? Dans son esprit, il peut se résumer à deux mots, les Horaces et les Curiaces. Il faut interdire à l'Allemagne d'écraser ses ennemis l'un après l'autre. Et pour ce faire, 800 000 hommes doivent être mobilisés simultanément du côté français et du côté russe. Le mémoire fut remis à l'empereur par l'ambassadeur Montebello le mardi matin 12 mars 1892. Le ministre de Girs raconte que le tsar parcourut le document, fit quelques A avant de le glisser dans un tiroir pour l'étudier à loisir, au calme, et en précisant, sans en parler pour l'instant à mon état-major. De Girs et Montebello convinrent d'un code afin de se communiquer les résultats des supputations de l'empereur. Un code qui allait de thé noir à thé jaune en passant par thé vert, selon la réponse négative, neutre ou positive d'Alexandre III. Cette anecdote éclaire la nature et la qualité de cette négociation où quelques hommes, pour le bien de leur patrie respective, se livraient à un jeu apparemment enfantin pour préserver un enjeu déterminant. Ce code du thé en couleur résume assez l'histoire de ce traité franco-russe. Il était préférable de vous le livrer plutôt que de vous assommer avec une chronologie détaillée et pénible de ces négociations. Donc, de Girs câbla à Montebello, thé jaune. L'empereur avait tranché. Je cite, « En cas de guerre, dira l'empereur, il faut se jeter sur les Allemands pour ne pas leur donner le temps de battre les Français pour nous attaquer ensuite. » La machine était en route. Boisdeffre avait préparé de son propre chef un projet de convention militaire en 10 points qui fut transmis à Moscou. Mais le général de Boisdeffre, arrivé à Moscou le 1er août, rencontra un mur d'objections de la part du ministre de la Guerre, Vanosky. Ces réticences allaient de la maladie soudaine de ce pauvre monsieur de Girs au sempiternel argument de l'instabilité de la politique française, pour conclure benoîtement qu'il suffisait simplement, mon cher ami, de se serrer la main et de s'entendre entre honnêtes gens. Boisdeffre enrage. L'intérim de Girs malade est assuré par Chichikine, un personnage, selon Boisdeffre, que les Russes m'excusent, borné et malveillant. L'atmosphère était d'autre part empoisonnée par la découverte d'un complot militaire nihiliste qui avait forcé l'empereur Alexandre à s'enfermer au Peterhof le jour de la fête de l'impératrice. Un peu plus tard, le général de Boisdeffre, invité aux manœuvres de Krasnoïe-Salo, fut placé néanmoins à côté de l'impératrice, embrassé par les princes et ovationné par les chevaliers gardes. Mais s'il fut touché par l'enthousiasme des troupes et l'accueil délicieux des souverains, il n'oublia pas sa mission. Et le soir même, disait à son ami Obroutchev, le général Obroutchev, qu'il allait demander son rappel à Paris, si l'obstruction du ministre par intérim et du ministre de la Guerre continuait. Eh bien, la Mercuriale eut un effet immédiat. Vanosky remit le projet à l'empereur, qui l'approuva, à condition bien sûr que l'accord restât secret. Mais encore une fois, c'est l'Allemagne qui dissipa définitivement les dernières réticences de l'empereur Alexandre III quand le Reichstag, quelques jours après, vota le service militaire à 2 ans. C'est donc dans cet état d'esprit qu'Alexandre III se rendit à Saint-Pétersbourg pour signer cette fameuse convention du 27 décembre 1893 à laquelle j'ai fait allusion au début de cet exposé. La flotte russe fut reçue triomphalement en rade de Toulon et la diplomatie française va même exploiter ce succès en se rapprochant de l'Italie et même de l'Angleterre. Des conventions navales furent signées et cette alliance franco-russe allait rester la base de notre politique extérieure jusqu'en 1914, malgré la lourde défaite des Russes en Orient devant les Japonais et les pressions permanentes de Guillaume II sur Nicolas II. Car entre-temps, Alexandre III était mort en novembre 1894
moins d'1 an après cette signature. C'est le général de Boisdeffre qui conduisit la délégation française aux obsèques du tsar et au couronnement de son successeur Nicolas II. L'artisan français de cette alliance ne fut pas oublié par les Russes, et le tsar Nicolas II exigea, je dis bien exigea, la présence du général de Boisdeffre à ses côtés lors de sa visite officielle à Paris en 1901. Car ce chef d'état-major de l'armée française, qui avait démissionné de son poste en 1898, après le très curieux suicide du colonel Henry, un des protagonistes de cette affaire Dreyfus qui allait secouer mon pays bien au-delà des instabilités ministérielles que craignait tant ce pauvre tsar Alexandre III. La guerre va donc survenir en août 14 et il serait trop long de se pencher sur sa déclaration en fonction de ses accords entre la France et la Russie. Il suffit simplement de se souvenir que l'Autriche-Hongrie attendit soigneusement que le bateau du président Poincaré en visite officielle en Russie fin juillet 14 ait quitté Saint-Pétersbourg pour remettre son ultimatum à Belgrade. Vienne comptait sans doute que l'isolement momentané du pouvoir décisionnel français pourrait retarder ces fameux ordres de mobilisation contenus dans le traité. Et puis de toute façon, indéniablement, ce fut l'Autriche et non la Russie qui mit le feu aux poudres. Les Russes tinrent leur parole à la déclaration de guerre. Ils attaquèrent, et l'envoi précipité de 2 corps d'armée allemands pour défendre la Prusse orientale envahie fut, il faut le dire avec force, la cause première de l'échec du plan Schlieffen. La France le doit à la Russie et au sacrifice de ses soldats à la bataille de Tannenberg. Malgré cette défaite, la première armée russe menaça constamment le front oriental des Allemands pendant plus de 2 ans, soulageant d'autant la pression française sur le front. Il me reste donc à conclure cet exposé trop rapide et incomplet sur cette alliance franco-russe, sa genèse et sa conclusion sanglante. Et je vais le faire, si vous le permettez, de façon un peu plus personnelle. J'appartiens à une famille de militaires, de soldats, dont certains à leur époque ont combattu en 14-18. Petit garçon, jeune homme, j'ai pu interroger toujours avec passion mes grands-pères, mes grands-oncles, qui avaient combattu sur les fronts français ou italiens. Combattu et survécu contrairement à beaucoup d'autres dans la famille. Anciens combattants, ils connaissaient le prix de la misère, le prix des retraites, le prix des défaites. La Russie impériale était pour eux l'allié fidèle qui avait honoré sa parole et combattu à la limite de ses forces. Même si le fameux rouleau compresseur russe n'avait pas atteint ses objectifs, il savait la part qui fut la sienne par son sacrifice dans la victoire finale. Une victoire que nous devons donc à cette alliance franco-russe forgée par quelques hommes qui surent étouffer chez eux des convictions intimes pour servir leur pays. Boisdeffre était monarchiste, et bien il a servi jusqu'au sacrifice, et je pèse mon mot, le régime républicain pour le bien de sa patrie, la France. Alexandre III a su faire taire toutes les réserves et toutes les appréhensions qu'il avait pour cette république laïque et athée qu'il exécrait, et ce, au nom des nécessités géopolitiques menaçant son pays, la Sainte Russie, pour laquelle le tsar savait, quant à ce document, qu'il devait se signer avant de signer. Voici quelques années, je me suis rendu à Saint-Pétersbourg, à la forteresse Saint-Pierre et Saint-Paul, pour me recueillir un instant dans la nécropole des tsars, nécropole préservée, contrairement à la nôtre. Et je me souviens principalement des mausolées d'Ivan le Terrible et bien sûr de Nicolas II. Si mes pas me ramènent un jour à Saint-Pétersbourg, je ne manquerai pas de m'arrêter plus longuement devant la tombe de celui qui fut l'artisan de l'alliance franco-russe de 1893. J'y ferai un signe de croix catholique, pour répondre à celui orthodoxe, bien sûr, d'Alexandre III, avant de parapher ce fameux document. Et pour ceux qui pourraient s'étonner que je relève cette différence, je serais tenté de leur répondre, comme Soloviev sur son lit mort, à qui on demandait une dernière fois s'il était à la fin catholique ou orthodoxe, et qui répondit dans un souffle: je suis catholique et orthodoxe, et que la police politique se débrouille.